Et alors, vers la fin de sa vie, il disait: «On peut rien faire, il ne reste que l'amitié». Ce message d'Illich est tellement subversif, c'est-à-dire le fait de concevoir l'espace, le lieu, l'espace habité, le logement, la maison, l'autre, du point de vue de l'amitié, change tout. Bonsoir. Et c'est aussi un grand plaisir de savoir que j'ai contribué à diffuser l'œuvre d'Illich, qui est un auteur phare pour moi, magnifique. C'est un de ces auteurs qu'on découvre un jour et on dit: «Ah, c'est ça, hein, c'est ça». Et puis comment il a pu savoir ça, comment il a pu voir ça, comment il a compris ça. Et en plus, je ne dirais pas qu'il est facile à lire, mais il est très agréable à lire. Moi, j'ai beaucoup ri pendant la rédaction de ma thèse. Des fois, je tombais sur des paragraphes, je disais: «Qu'est-ce qu'il dit là?» Parce qu'il a une humour très perçante, très aiguë. C'était quelqu'un de génial. Bon, je vais vous en parler tout de suite. Et je me présente, tu m'as demandé de me présenter. Je m'appelle Sylvia Grunig-Iribarren, je suis de formation architecte et urbaniste. Et j'ai fait ma thèse à l'université de Paris-Est avec Thierry Pacaud sur Ivan Illich, la ville conviviale. Et je travaille dans mon bureau. Je suis là, dans mon bureau à Barcelone depuis déjà, 40 ans déjà presque. Et je fais des cours à l'université. Je travaille sur des aspects de soutenabilité avec des boucles larges et surtout aussi à partir de méthodologies participatives, recherche-action, apprentissage-service. Et justement, j'étais dans un congrès ce matin, j'ai présenté une communication à un congrès d'apprentissage-service à Barcelone. Et, enfin, je viens vous parler d'Ivan Illich, et c'est pas surprenant. Et c'est en 2002, il est mort en 2002. En 2012, Giorgio Agamben a écrit la préface à la traduction italienne de Genere in italiano, en italien. Et il a écrit que Illich avait probablement atteint à ce moment-là son sommet de lisibilité, selon le concept de Benjamin. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à la même époque, c'était les 10 ans de la mort d'Illich, et Illich avait écrit, lui, en 80, que son œuvre ne serait comprise que 10 ans après sa mort, ce qui est une espèce de prophétie bien curieuse parce qu'on ne sait pas quand on va mourir. Donc, le fait de situer la compréhension de son œuvre après sa mort, c'était déjà surprenant. Et je vais faire une chose qu'il n'aimerait sûrement pas. Et vous m'avez demandé de faire une présentation, j'ai préparé un PowerPoint, mais j'imagine que je ne voudrais pas, je l'ai là hein, dans une photo, je ne voudrais pas l'entendre parce que il refusait même de parler au micro. Il disait que toute personne qui possédait un micro s'attribuait un pouvoir sur les autres auquel il voulait renoncer. Alors, en général, il préférait parler en petits groupes et sans micro pour que les paroles aient le même poids. Donc, de toute façon, j'imagine qu'il ne serait pas très content, mais je vais profiter des opportunités de la technique pour être avec vous. Vous savez que je suis présente en mobilité en général, donc en général sans caméra, sans micro, dans presque toutes les réunions des groupes du territoire de la frugalité, donc je vous connais. Et bon, grâce à ça, j'ai l'occasion d'être présente.
Alors, si tu m'as demandé, Marion, de parler environ pendant 35 minutes ou 40 minutes, je vais dire très peu de choses en 40 minutes sur Illich parce que c'est très très ample, mais je vais essayer pour les personnes qui le connaissent, qui l'ont lu, de faire une révision du point de vue de, de, de la ville et du territoire, si vous voulez, et pour les personnes qui ne le connaissent pas, j'espère que ce soit aussi une invitation à lire comme pour toi. Hein. Et alors, si ça vous, s'il n'y a pas de questions préalables, je partage mon écran. Bon, alors, voici la présentation d'aujourd'hui. Et mon ami Ivan Illich et la ville conviviale, c'est un peu le titre de mon livre aussi. Bon, c'est la perspective. Hein, c'est la perspective à partir de laquelle je lis Illich. Ma thèse, je ne vais pas parler de ma thèse, mais disons, c'était de démontrer que ce que nous appelons la ville des opportunités, la ville blabla, c'est une entreprise urbaine contre-productive dans les termes illithiens et qu'une vision conviviale de la ville est possible. Et en plus, j'ai profité pour faire, disons, il y a eu ma thèse et la démonstration de ma thèse, mais en même temps, j'ai fait une espèce de relevé, de révision littéraire de toute l'œuvre d'Illich pour repérer les concepts, les paragraphes, tout ce qui parlait de la ville, parce qu'en fait, il a écrit sur beaucoup de choses, mais il n'a pas écrit d'essais concrets sur la ville et les spatialités. Il a écrit plusieurs choses dans d'autres ouvrages, mais il n'y a pas un ouvrage spécifique. Et je vous ai pas demandé si tout le monde voit bien c'est bon, Marianne, l'écran, le son. Parfait, parfait pour moi. Alors, je vais vous introduire un peu dans la vie d'Ivan Illich parce que je suis persuadée que les aspects biographiques sont très, très importants pour marquer pour sa trajectoire, en plus évidemment de son talent et de son intelligence naturelle. Et je vais présenter une espèce de vocabulaire avec la boîte à outils qu'il nous a proposé à travers ses écrits et quelques phrases phares qui nous posent quelques questions et quelques problèmes. Et puis, on verra si on arrive et comment à la question que faire, parce que j'ai préparé des exemples à partir de la ville et le territoire, d'exemples qui peuvent avoir des traits de convivialité, et même si la convivialité totale n'est pas possible, n'est pas atteignable, mais disons des tendances, des traits, des choses intéressantes dans la voie de la recherche de la convivialité. Je vais vous expliquer ce que c'est. Et pour finir avec un commentaire très très court, mais très important sur sa position et sa thèse en fin de vie, qui était une politique de l'impuissance que je trouve très intéressante aussi. Qui était cet homme? Ivan Illich, Ivan Dinko Illich, est né à Vienne en septembre 1926 et il est mort à Brême en décembre 2002. Et il est né dans une famille nantie et très très culte, très cultivée, pardon. Et du côté de son père, à gauche, les Illich, ça s'écrivait comme ça, Illich en croate. C'était des armateurs et diplomates. Son père était ingénieur, ils étaient catholiques. Ils avaient des liens avec le Vatican et ils possédaient une demeure, une bâtisse médiévale magnifique dans une île, l'île de Brač, juste en face de Split, sur la côte dalmate à l'époque, croate aujourd'hui. Et du côté de sa mère, à droite, c'était les Regenstreif, une famille d'origine allemande, séfardites, et c'était des juifs séphardites convertis au protestantisme
au moment de l'installation en Autriche, ils se sont installés en Autriche, où ils ont bâti cette villa que vous voyez là-bas. Je vous montre parce que c'est vraiment un exemple d'une architecture magnifique. C'était une villa vraiment magnifique qui a été détruite depuis. Et eux, très relationnés avec vraiment le monde intellectuel autrichien. Ils avaient des amis que je vous montrerai tout de suite. Illich a côtoyé dès son enfance. C'est-à-dire qu'il a grandi dans un milieu extrêmement cultivé, de la villa Regenstreif à l'île de Brač. Il a beaucoup voyagé avec ses parents. Et il a été élevé aussi par des nourrices qui parlaient plusieurs langues. Alors il disait qu'il n'avait, sa phrase c'est qu'il n'avait pas de langue maternelle en fait. Et ça c'est déjà une position devant ce qu'il développera après comme la notion de vernaculaire, hein, l'usage de la langue en fonction des besoins de relation avec les personnes avec lesquelles on vit. Et puis la beauté, non? Il était, disons, très sensible à la beauté, un trait de caractère qu'il a gardé pendant toute sa vie. Mais tout n'a pas été beau. Mussolini a avancé en Croatie. Illich avait toujours été stigmatisé comme demi-juif, comme juif en fait, au collège autrichien, en raison de son nez. Il était toujours montré par ses élèves, par ses professeurs comme aux autres élèves, comme l'exemple du profil juif. Et à un moment donné, en parlant d'un paragraphe de l'Ancien Testament, il a dit « Dieu avait un nez aussi grand que le mien, il paraît apparemment ». Et la famille s'est exilée à Vienne d'abord, avec les avancées de Mussolini en Croatie, les pactes avec Pavel et tout ça. Et là, il a côtoyé vraiment les amis de son père, il a fouillé dans sa bibliothèque, il disait qu'il s'était élevé pratiquement à la maison sans école et qu'il avait découvert tous les détails croustillants qu'aiment les petits-enfants de ses temps. Et il a connu Gortz, qui est devenu son ami après, et le poète Rainer Maria Rilke auquel il voulait se comparer, Ladner, Stegner et d'autres. En 1942, deuxième exil en Italie, l'Anschluss de l'Autriche est passé en 1938. La famille a survécu parce qu'ils avaient des contacts, des affaires et tout ça, mais finalement son père et son grand-père sont morts. Ils ont été obligés de s'exiler. Ils sont partis en Italie sous un faux nom. Sa mère, ses deux frères et lui. Et il disait que même s'ils avaient eu une activité relativement discrète, il avait contacté la résistance et il disait qu'à ce moment-là, la résistance était entrée dans sa vie et elle était restée dans sa nature. Il étudiait les sciences, ce qui est aussi important, parce qu'il a eu vraiment l'expérience de la technique. Il a étudié la cristallographie et la chimie inorganique sous un faux nom, puis il a fait des études de philosophie, de théologie. Vous avez là la synthèse. Et il s'est préparé au sacerdoce catholique et il a eu sa thèse de doctorat sur l'œuvre de Toynbee. Donc, il a commencé à approfondir dans la connaissance scolastique et les études d'histoire. Et en 1951, il est ordonné prêtre. Évidemment, à cause de ses contacts, de son niveau culturel, de la connaissance de langue, il en parlait presque, on ne sait pas très bien parce que, bon, mais entre 13 et 14 langues vivantes et mortes. Et il avait des contacts au Vatican avec le futur pape Paul VI et Jacques Maritain. Bon, il était évidemment très, très bien connecté. Alors, sa destinée de prince de l'Église était assez claire. Et quand le journaliste canadien lui a demandé « Mais comment cela se fait que vous êtes devenu
prêtre catholique, il a répondu « Je suis manifestement ignorant des raisons, des décisions les plus importantes de ma vie ». La question, c'est que il a refusé cette destinée de prince de l'Église et il est parti à New York pour, théoriquement, pour faire des études d'après-thèse. Et quand il est arrivé à New York, dans une fête chez des amis de ses parents, il a entendu parler des Portoricains. Et c'était le moment de l'arrivée des Portoricains par milliers en raison des politiques de développement, le laboratoire social des États-Unis au Porto Rico pour la transformation d'une société rurale, disons, en une société industrielle urbaine. Le Porto Rico, c'était le laboratoire. Illich a entendu parler de ça et a demandé au cardinal Spellman, avec lequel il avait des contacts aussi à travers sa famille, de le destiner à la paroisse des portoricains. Parce qu'il y avait, en plus, il y avait des conflits assez sérieux parce que c'était des gens bruyants avec qui pratiquaient un catholicisme mêlé de voodoo et bon, c'était des habitudes tout à fait opposées aux catholiques irlandais, puritains qui habitaient à ce moment-là à New York. Alors, il est arrivé à la paroisse des Dominicains, il a travaillé là pendant 5 ans, et vous avez en bas un peu, d'un côté j'ai voulu mettre un peu les images parce que quand on pense aux Portoricains en ce moment et à une fête, on pense à une fête moderne. Il faut penser à l'époque, non? Il faut toujours, une chose qu'Illich nous apprend, c'est qu'il faut toujours se situer à l'époque où l'on est pour appliquer les concepts, les notions, les théories, les définitions de l'époque. Et en bas à gauche, vous avez la première fête, the first Puerto Rican Day Parade en 1955 à l'université Fordham des Jésuites de New York, où nous dit David Kelley, la nouvelle communauté manifesta toute la confiance qu'Ivan Illich l'avait aidé à acquérir. Et 30 000 personnes ont assisté à cette fête. C'était un peu la clôture du travail avec les Portoricains d'Illich à New York, qui lui avait éveillé l'intérêt pour le développement. J'étudie concrètement le développement comme phénomène idéologique, politique, économique. Et lui, il est tombé là-bas sur le sujet du développement. Alors, son 4e exil, ça c'est moi qui le dis, c'est-à-dire je pense au premier exil en Italie, 2e exil bon, Vienne d'abord, Italie, New York. Ça a été un nouvel exil d'une manière parce que c'était vraiment le commencement de sa croisade contre le développement. Excusez-moi. Et il s'est installé, d'abord il a été envoyé à Porto Rico comme vice-recteur de l'université catholique de Porto Rico, et il a fondé un centre théoriquement pour former les missionnaires qui devaient aller au sud pour contrer pour diffuser, disons, les politiques des Américains. Mais il disait, il reconnaissait que sa tâche c'était de les faire revenir chez eux, que ces gens-là n'avaient rien à faire, disons, coloniser à sa manière le Sud, et que sa tâche c'était de les convaincre de retourner aux États-Unis et de faire leurs travaux là-bas. Alors là, il a fondé un centre qui s'appelle SIDOC, et c'est là que, à travers des méthodes très très particulières que je vais vous expliquer tout de suite, il a développé vraiment tout le bagage conceptuel, théorique, les notions fortes. Ils peuvent nous servir, comme guide pour regarder la ville, le territoire et tous les domaines de l'activité humaine en fait, et pour avoir les clignotants, les alarmes, les signes d'alarme qui montrent que quelque chose ne va pas avant les crises.
Et c'est ce que, disons, c'est le grand intérêt de ces travaux d'Illich à ce moment-là. Il croyait qu'il allait convaincre les puissants du monde. Il a travaillé avec le Club de Rome à l'époque, au rapport Meadows, et il a rencontré la plupart des grands puissants de la Terre, parce qu'il était un personnage assez médiatique. Mais finalement, il a reconnu que ces gens-là ne voulaient pas se laisser convaincre, et il parlait de ces livres de cette époque-là comme des pamphlets. Alors, ça, ce sont des images. Ils ont restauré un hôtel abandonné à Cuernavaca, et ils ont fait un centre délicieux, magnifique, où sont passées les plus grandes figures intellectuelles de l'époque. Et c'est là qu'ils ont écrit, et je parle au pluriel exprès parce que il a écrit, mais il a écrit en collectif parce que le processus d'écriture était très intéressant, et j'essaye de le suivre un peu avec mes étudiants aussi. C'est-à-dire, Illich écrivait un texte, il préparait un séminaire, le texte était débattu, il y avait des apportations, des compléments, des réfutations, il y avait tout un travail de réécriture. Il réécrivait le texte, il le faisait circuler dans un autre moyen. Parfois, il y avait des impressions intermédiaires, et parfois, on ne sait pas très bien quelle est vraiment la dernière. Il y a des œuvres, on a du mal à faire la référence bibliographique parce que finalement, on ne sait pas très bien. Il y avait les traductions, il participait aux traductions parce qu'il connaissait les langues. Alors, dans les traductions, il y avait aussi des remaniements. C'était un processus extrêmement intéressant. Alors, évidemment, le fil conducteur est à lui, mais c'est un travail enrichi, et en plus, il le reconnaît, et il cite parfois des personnes qui lui ont fait changer d'idée, par exemple, ou qui lui ont fait voir des choses, et dans un travail vraiment collectif. C'est l'époque de ses ouvrages les plus connus, et j'ai vu qu'il y a un lecteur de la Société sans école parmi vous, et j'imagine que vous avez dû lire probablement, surtout les plus âgés, comme Marcella disait, les plus vieilles, les plus vieux. Et à l'époque, ces ouvrages-là qui ont eu une diffusion énorme. Et principalement pour nous, la convivialité, c'est un sujet dont on parle beaucoup. Énergie et équité aussi, qui est un livre sur les inégalités de la distribution de l'énergie et les conséquences des inégalités de la distribution de l'énergie. Mais il y a aussi le chômage, le travail fantôme, et il y a beaucoup d'ouvrages de ce côté, je vous montre des livres, et puis toute la série ici à droite, des cahiers du CIDOC qui ont été publiés la plupart en espagnol, qui restent en espagnol, qui sont dans une archive à Vienne, et dans lequel il y a les écrits d'Illich et de toutes les personnes qui sont passées par le CIDOC. C'est vraiment une collection merveilleuse. Et parmi ses amis, bon, il y a une longue liste que je ne vais pas dire, mais bon, mais j'ai mis Eric Fromm parce qu'il était, en plus, il a écrit un prologue pardon. Et Majid Ranema, qui a écrit un livre très important pour nous aujourd'hui, qui s'appelle « Quand la misère chasse la pauvreté ». C'est un livre que je vous conseille de lire. C'est un grand ami d'Illich que j'ai connu bien. Léopold Kohr, le professeur de Schumacher et de Small is Beautiful, et qui a développé une théorie de la proportionnalité sociale qui est aussi très importante pour nos métiers, et que je vous conseille de lire, même s'il est en général en anglais, il n'est pas traduit. Et puis un personnage très important qui mériterait une autre séance, Jean Robert, architecte suisse,
qui est arrivé au Mexique faire un projet de volontariat, de bénévolat, pardon, avec très très jeune, et il est resté toute sa vie et il est mort à Cuernavaca il y a 2 ans. Et nous le regrettons beaucoup. Architecte, donc lui, il a des ouvrages qui explorent aussi une vision illichienne d'un point de vue un peu plus, d'un côté plus philosophique si vous voulez, mais de l'autre côté aussi avec un pied sur des actions très importantes pour le Mexique. Il a travaillé dans les toilettes sèches, dans toutes les techniques de toilettes sèches par exemple, depuis très très longtemps, sur les limitations à la vitesse, sur la bicyclette, le vélo et tout ça. C'est un auteur très important. Comme je vous ai dit, il a voyagé et il a développé vraiment une méthode. En 76, je vais aller un peu vite, en 76, il ferme le SIDOC. Il considérait que c'était une époque clôturée, mais il y avait eu aussi des problèmes politiques, des menaces de la part des autorités du Mexique. Alors, il ferme le SIDOC par une grande fête et commence une vie de philosophe itinérant. Il change un peu de sujet. Il s'aperçoit que nous changeons d'air. Il appelle la nouvelle ère l'ère des systèmes. Et il se consacre à faire la critique des systèmes, et l'analyse de la perte d'essence, aussi avec ses amis, avec Barbara Dodem qui étudie le corps, les métamorphoses du corps des femmes, pour les personnes qui s'intéressent à l'histoire du corps des femmes et de la maternité. C'est une auteure très très intéressante. Alors ils ont travaillé dans une ligne différentes, et c'est à ce moment-là qu'il disait tous les autres sont des pamphlets. Mais moi, mon hypothèse, c'est que devant les changements d'air et les problèmes qu'il voyait venir, il considérait que ces livres-là étaient déjà presque évidents. Hein? Il y a quelques titres là, je ne vais pas rentrer. Et voici un peu, j'ai voulu montrer dans cette image un peu la symbole de la crise anthropologique. C'est une image à moi, le symbole de la crise anthropologique dont il nous parlait. L'enjeu de la partie, nous disait-il, c'est la disparition de l'homme. Et c'est, disons, à partir de ça, la ville et la campagne comme deux faces de la même médaille, que l'on peut utiliser la boîte à outils, le vocabulaire et les phases phares qu'il a développées pour regarder, pour analyser et vraiment pour lancer les alarmes à temps, hein, avant qu'il ne soit trop tard. Et j'ai fait ici un schéma, un schéma PowerPoint, pardon, monsieur Illich. Mais je pense que c'est assez clair pour pouvoir comparer, et pour pouvoir parler de la convivialité, parce qu'il faut parler de la notion de convivialité, surtout parce que la notion de convivialité a été maniée, utilisée de 1000 fois, de 1000 formes, et c'est légitime. Mais pour Illich, la notion de convivialité, c'était quelque chose de très précis, ce n'était pas générique, même s'il reconnaissait l'avoir prise de Brillat-Savarin et de son ouvrage sur la gastronomie, mais c'était, disons, pour lui, convivial est la société où l'homme contrôle l'outil. Et ça, c'est un peu la clé de sa pensée. Au moment où l'on perd le contrôle de l'outil, que ce soit la technique, que ce soit la norme, un sujet qui m'obsède. Moi, je suis obsédée par probablement je vais vous en parler après, mais sinon je vous le dis maintenant. Je suis obsédée par cette boulimie normative, hein, c'est-à-dire la norme se reproduit, se multiplie, grossit, et pour combattre cette
obésité, on fait plus de normes. Et finalement, c'est un boucle infernal. Pour moi, ici en Espagne, c'est très, très dur, très, très dur. Et finalement, Illich décrivait la différence aussi comme clé de convivialité entre la norme prescriptive et la norme proscriptive. C'était une notion qu'il prend de Kant. Et il disait que pour une société conviviale, il devait y avoir des normes, il pouvait y avoir des normes, les gens, en autonomie, les communautés avaient le droit de se donner des normes, mais que les normes devaient être proscriptives, c'est-à-dire elles devaient seulement établir ce qui ne pouvait pas se faire. Par contre, nous vivons dans le développement, dans la norme prescriptive. Il faut, pour pouvoir faire quelque chose, qu'il y ait une norme qui le permette. Je ne sais pas si vous voyez la différence. C'est-à-dire, tout ce qui n'est pas permis d'une manière explicite par une norme ne peut pas se faire, est interdit. Cet exemple me sert à vous expliquer la notion de contre-productivité. Ah, non, là, pardon. Caractéristique du développement, et il l'a décrit très très bien dans le livre La convivialité, c'est expliqué un peu, mais elle est développée dans Némésis médical, dont je vous ai pas parlé. C'est le livre qui analyse l'institution médicale, la santé et l'expropriation de la santé par le corps médical. Et alors, contre-productive, je saute pour que vous voyez un peu le contraste. Convivial est la société où l'homme contrôle l'outil. Contre-productivité est le phénomène qui arrive quand toute institution, outil, habitude sociale, au-delà d'un seuil, obtient exactement le contraire de ce qu'elle prétendait obtenir. Illich nous donne des exemples. Un exemple très clair pour nous, la circulation. Il y a un embouteillage, on fait une autoroute. Les embouteillages sur l'autoroute sont beaucoup plus gros que les embouteillages qu'on a voulu auxquels on a voulu donner une solution. Et la santé, le système médical, au-delà d'une limite, au-delà d'un seuil, la notion de seuil qui est là, hein, l'établissement de seuil, le système médical rend malade. Au-delà d'un seuil, pour les personnes qui ont lu La Société sans école, et au-delà d'un seuil, le système scolaire, pas l'école, Illich n'attaque pas l'école comme institution, mais il attaque le système scolaire, la scolarisation de la société. Au-delà d'un seuil, l'école bloque la curiosité des enfants, empêche d'apprendre, au contraire, et obtient les résultats opposés auxquels elle prétendait arriver. Et donc, si vous suivez d'un côté la convivialité comme contrôle de l'outil, la contre-productivité, c'est justement au-delà d'un seuil, d'une limite, la perte de contrôle de l'outil, hein, qui établit en fin de compte ce qu'il appelle un monopole radical. Un monopole radical veut dire que, disons, à part, je recommence d'une autre manière, excusez-moi, et le mode hétéronome, l'imposition d'un système de normes, d'habitudes, de techniques, arrive un moment où il empêche toute autre manière de procéder. Et je pense que en ce moment, dans le territoire, dans la ville, même dans certains processus de transition écologique, on est là, on est dans l'imposition hétéronome d'un ensemble de dispositions, de systèmes et de techniques
qui arrivent parce qu'ils sont bons ou parce qu'on ne sait pas très bien pourquoi, mais auxquels on n'a aucune manière, sur lesquels on n'a aucune capacité de décision. Ça, c'est l'opposition entre l'hétéronomie dans le développement, l'autonomie dans la convivialité. L'ensemble de le monopole radical de l'hétéronomie, les institutions contre-productives, nous amènent normalement à des processus d'hybris, de perte de contrôle, de démesure, qui nous donnent, qui résultent des némésis, des cataclysmes de remise des choses à leur place, mais en tout cas, aboutissent à une paralysie de l'imagination. Et ça, je pense que c'est très important pour nous, parce qu'il est très, très difficile. Faire la critique des choses nous est facile dans le territoire, dans la vie, mais maintenant, ça démarre. Je trouve que ça démarre. Mais il y a 10 ans, il n'y avait aucune imagination, aucune capacité d'imaginer les choses d'une autre manière. Les choses étaient comme elles étaient, comme l'industrie du logement les faisait, comme la circulation, les vendeurs de voitures, c'est-à-dire le système hétéronome avait établi un monopole radical qui avait conduit vraiment à une paralysie de l'imagination. Et il parle du rôle des professions mutilantes, nous, les médecins, qui sont les outils d'imposition de ce genre de décision. Je reviens à la convivialité. Contre hybris et némésis, pertinence et proportion. Dans les solutions, dans l'adéquation des normes, adéquation des décisions, des techniques, établissement de seuils. Et là, il y a un problème parce que la question c'est quels sont les seuils? Et ce qui est important des seuils, c'est justement le processus politique, le processus communautaire qui nous permet de fixer les seuils au-delà desquels on n'est pas disposé à passer. L'autonomie par rapport à l'hétéronomie, un équilibre, parce que ça ne veut pas dire autarcie, ça ne veut pas dire qu'il prônait une indépendance des territoires, non, mais un équilibre entre autonomie et hétéronomie qui permettent de développer des activités qui ne sont pas exactement dans les règles de l'hétéronomie. Un appel au vernaculaire du point de vue, et ça vous le connaissez bien parce qu'on en parle tout le temps, non, des techniques locales, des techniques de savoir-faire agricole, des savoir-faire dans le bâtiment, de savoir planter une maison bien orientée, des choses qu'on a perdues à cause justement de la technique du monopole radical et des professions mutilantes. Et une chose très importante et qui pose certains problèmes aussi, c'est que pour Illich, et j'ai la phrase là, oui, je vais la lire maintenant. Il disait, chez le consommateur d'abri moderne, la distinction entre espace privé et espace public ne remplace pas la distinction traditionnelle entre le logis et les communaux articulés par le seuil, et la détruit. C'est un principe très intéressant, c'est la distinction qu'il fait entre espace public et communaux, parce que l'espace public est hétéronome, il est géré par la norme, il est administré par une administration extérieure, tandis que les communaux sont administrés, gérés, décidés et gouvernés par la communauté qui réside. Et il avance la mesure dans laquelle notre monde est devenu inhabitable est une conséquence manifeste de la destruction des communaux. Alors là, il y a le débat des communaux. Et quand on parlait de système, j'ouvre une petite parenthèse, quand on parlait de système avec Illich, il
on lui parlait d'Orwell, nécessairement. Il disait Orwell est épuisé, a été déjà atteint et surmonté. Il nous faut un nouvel Orwell. Et en ce moment, moi qui cherche toujours des pistes pour essayer de voir comment la pensée d'Illich peut se reproduire, et je suis en train de lire avec attention Eric Sadin. Je ne sais pas si je vous le montre après, parce qu'avec le partage d'écran, vous ne voyez pas. Et dans Faire sécession, Eric Sadin aborde le sujet des communaux, et il pose, disons, il y a une question à se poser. Comment recouvrer les communaux? Qu'est-ce que c'est que recouvrer les communaux au XXIe siècle? Parce qu'on parle beaucoup des communaux, mais finalement, très souvent, quand on parle des communaux, ce ne sont pas de vrais communaux, ce sont des biens collectifs, ce sont des biens communs, ce sont des biens publics, ce sont des propriétés de l'État, mais ce ne sont pas des communaux, ce ne sont pas des vrais communaux. Là, il y a une question que je voulais vous poser, comment recouvrer ces communaux? Peut-être aussi à travers des nouvelles formes d'habiter, que ce soit des formes communautaires d'habiter, des co-living, des logements partagés, je ne sais pas, aussi des nouvelles formes de choses qui ne sont pas considérées légalement ou industriellement comme des logements, mais qui sont des logements. Et c'est-à-dire cette différence, je trouve qu'elle est très, très intéressante à exploiter, et je voudrais vous entendre aussi. Et comment concevoir cette gestion communale du public, et comment reconsidérer ou reconcevoir les logis. Non? La thèse de Sadin me paraît intéressante parce qu'il dit qu'en fait, très souvent, quand on parle de communaux aujourd'hui, on parle par exemple de jardins partagés, c'est-à-dire des petits lopins de terre qui sont ensemble, qui sont distribués, que chacun a un petit jardin, et qu'un jour ils font une fête ensemble et ils mangent des légumes. Mais que ça, ce ne sont pas des communaux. Ils ne sont pas gérés collectivement. Les normes ne sont pas données par la communauté. Je vais approfondir, un jour je vous raconterai. Et alors, lui, comme il fait l'opposition de ce côté-là, côté développement, convivialité, il oppose le garage humain à l'art d'habiter. C'est-à-dire tout ce qui est conçu comme un garage, comme vraiment un entreposage de gens, est opposé à l'art d'habiter qui appartient au domaine de la convivialité. Il oppose H2O, l'eau industrielle, l'industrialisation de l'eau et des services, à l'eau des rêves qui arrose l'imaginaire vernaculaire. Il oppose espace à lieu, l'espace économique, l'espace abstrait, l'espace dessiné sur une carte d'une manière désincarnée, au lieu incarné occupé par une communauté, dans la ligne du vernaculaire et dans le domaine des communaux, et il oppose, comme je vous ai dit, l'espace public aux communaux. Une autre phrase que je vous apporte d'Illich qui nous donne un peu de lumière aussi sur des questions, plutôt des questions, sur l'espace public et sur l'art d'habiter actuel, c'est celle-ci. Il parle de l'énergie, de l'équité, et il dit, mais un véhicule surpuissant fait plus, il engendre lui-même la distance qui aliène. Cette phrase-là, je la trouve clé, parce que en ce moment, on peut dire, bon, oui, la voiture individuelle, tout ça, c'est assez clair que ça ne va pas. Et le tourisme, et l'avion, et la généralisation, un véhicule surpuissant engendre lui-même la distance qui aliène. Est-ce qu'on pourrait concevoir ce tourisme? J'habite à Barcelone, hein, je souffre de tourisme prédateur. Est-ce qu'on pourrait considérer cette espèce de vague
multidirectionnel de touristes dans tous les sens en avion pour un week-end. Est-ce qu'on pourrait le considérer la distance qui aliène, aliénant? Est-ce qu'il y a une aliénation là-bas causée par le véhicule surpuissant? Un avion est un véhicule surpuissant. Et il finit, l'industrie du transport dicte la configuration de l'espace social. Et ça a été très clair dans les années 70-80 avec l'éparpillement urbain et l'urbanisation diffuse et la croissance des villes en extension. Mais aujourd'hui, on pourrait très bien l'appliquer, cette phrase, à l'espace social configuré par le tourisme. Les centres-villes qui changent, les logements qui changent, l'occupation au-delà de toutes les capacités de charge des espaces naturels et des plages, par exemple, c'est une question que je me pose. Et j'arrête là la présentation. Je vais faire, si ça vous dit, Marion, tu me dis si je continue, ou si vous voulez arrêter et parler. Et j'avais préparé simplement des exemples de choses, et j'ai pris des choses dans vos conférences aussi, dans vos réunions, parce que ce sont des choses que vous connaissez et parfois c'est plus facile à expliquer. Je peux faire un passage rapide, si vous voulez, sur des images pour que vous voyez des situations urbaines qui ont des traces de convivialité et certaines sont connues de vous, d'autres non. Et il y en a d'autres que j'étudie que j'étudie avec mes étudiants, par exemple, comme recherche-action, comme projet de recherche-action. Des expériences d'occupation spontanées, organisées, mais spontanées de la rue par les voisins, par exemple ici ou ici. Ça, c'est Rennes, ça vous connaissez, c'est un programme ouvert de réaménagement de l'hôpital, avec un programme pour voir ce que ça donne, ce qui est très intéressant comme expérience. Les méthodes, la méthode de la résidence de Sophie Ricard à Boulogne-sur-Mer, ce sont des méthodes qui ont des traits de convivialité très, très remarquables. Des expériences d'organisation dans des quartiers déprimés d'activités, des activités dans les quartiers. Les activités, les enfants, les jeux d'enfants, j'ai un contraste avec les images terribles que j'ai voulu vous épargner d'enfants avec des jeux horribles. Disons les jeux, le déblocage de la paralysie de l'imagination par les enfants, des nouvelles formes d'habiter contre la boulimie normative dont nous parlions avant. Toutes les expériences, ça c'est une expérience très intéressante à Rosario, en Argentine, de vraiment démarginalisation de tout un quartier par l'agriculture urbaine. C'est beaucoup plus articulé que des jardins partagés, c'est vraiment une expérience de récupération d'un quartier entier par l'agriculture urbaine à travers la vente dans la culture évidemment et la vente dans des marchés en plein air, la guérilla, des expériences de jardinage et de guérilla urbaine que vous connaissez, d'autres manières de vivre et de résider, ça m'intéresse beaucoup, moi je suis une candidate, l'hébergement des migrants, faire, ça c'est Lacan Vassal, et faire peu ou ne rien faire du tout quand il faut rien faire, ça c'est une bataille avec les étudiants parce que ils ont du mal à comprendre que parfois il ne faut rien faire. Les histoires de circulation, la récupération, l'élimination des véhicules surpuissants dans la mesure du possible pour récupérer, pour reconfigurer l'espace social, des expériences comme les ZAD, l'art. Illich n'a pas beaucoup parlé d'art, mais par contre il parlait de l'art d'habiter. Et il a écrit, et je vous conseille de le lire, c'est très joli, une expérience au retour de la chaumière de... Ah,
de Gandhi, je ne trouvais pas le, excusez-moi, de Gandhi en Inde. Il a écrit un article très joli, si ça vous intéresse, je peux le photocopier, je vais vous le passer, il est dans les œuvres complètes, mais c'est très très poétique et je trouve que l'art fait avec et par les gens dans la rue, ça c'est une boa mistura dans une favela à Rio de Janeiro. Je trouve que ça change la vie. Des expériences aussi, ça c'est Toulouse, d'art dans la rue, la musique encore, la danse dans la rue, des pratiques non marchandes de danse dans la rue, des pratiques spontanées ou organisées, mais par des gens. Et alors, je termine, et là oui, je termine, et 45 minutes, Marion, pardon. Et ça, c'est quelque chose qui me frappe toujours. Vers la fin de sa vie, Illich était très habitué à recevoir la question, mais alors qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'il faut faire? Et alors, vers la fin de sa vie, il disait, on ne peut rien faire, il ne reste que l'amitié. Et quand je raconte ça dans des conférences, dans des groupes, ce qui est très, très, très intéressant, c'est que en général, les gens d'un certain âge qui avons eu une militance politique, qui venant de toute une trajectoire, ils font « Oh, c'est la déception, oh, on peut rien faire, oh, il n'y a que l'amitié. » Par contre, simultanément, au même moment, les plus jeunes font « Ah !» C'est-à-dire « Ah !» Ils ouvrent les yeux et ils voient un autre monde. Et je trouve que ce message, ça me donne un peu d'émotion. Ce message d'Illich est tellement subversif, c'est-à-dire le fait de concevoir l'espace, le lieu, l'espace habité, le logement, la maison, l'autre, du point de vue de l'amitié, change tout. Parce que lui, dans sa première étape, disons ses premiers livres, faisait une critique des institutions, de la contre-productivité des institutions, que je vous ai expliqué, comment à un certain moment, elles dépassent un seuil et deviennent contre-productives, elles font exactement le contraire de ce qu'elles prétendaient faire. C'est ça la notion de contre-productivité. Mais il n'était pas pour une destruction et une disparition des institutions, mais pour une réinstitutionnalisation conviviale dans le cadre de droite, dans le cadre des principes de droite que je vous ai expliqués, du recouvrement du vernaculaire dans le sens de ce qui appartient à la communauté, ce qui est fait maison, dans le sens des communaux, dans le sens de la proportion, des limites. Et alors, il disait qu'une réinstitutionnalisation était nécessaire pour rendre la société plus juste, qui était au fond ce qu'il cherchait. Il était extrêmement sensible aux inéquités, aux injustices, et à ce que Jean-Robert a traduit comme un phénomène très actuel. Il disait, c'est le transfert net de privilèges des pauvres vers les riches. Et je trouve que c'est une très très bonne description. Alors, Illich a passé d'une théorie assez sophistiquée d'une réinstitutionnalisation conviviale de la société à une politique de l'impuissance. Ce qu'il disait, c'est une politique de l'impuissance, il ne nous reste que l'amitié. Il ne reste que l'amitié. Mais je trouve que le message il était très très bon professeur, il était prêtre, il savait parler, c'est-à-dire il savait jouer avec les contrastes et la décontenance aussi des gens. Et je pense qu'il savait que c'était un message énormément subversif, au-delà des procédures techniques ou
ou des prescriptions. Il évitait les prescriptions. Pour reformater les relations sous le prisme de l'amitié, ce qui, en fond, change tout. Si on regarde toutes les relations, en général, aujourd'hui, on les regarde sous le prisme de la société marchande, sur le prisme du commerce. Si on change ce regard vers le prisme de l'amitié, il a écrit sur l'amitié, sur la filia, bon, il a analysé le sujet, hein, il allait plus loin. Je n'ai pas le temps d'approfondir, il faut lire Illich. Oui, mais c'est vraiment, ça change tout, ça change tout. Regardez les processus sociaux, l'occupation des lieux, sous le prisme de l'amitié change tout. Ça change tout. Merci beaucoup, Sylvia, pour ce partage et surtout pour effectivement l'effort de faire ça en vidéo sur un temps très court. Merci pour ce Voilà. cycle, pour tout le cycle qui est passionnant et bon, et à la prochaine. Merci beaucoup. À la prochaine.